Alors, on va commencer tranquillement. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie Régnier, donc je suis responsable gestion événementielle pour Jeunie Alumni. Et donc, aujourd'hui, on vous propose un événement, donc une conférence, L'assiette du cerveau par Géraldine Aignon. Donc, bah, merci Géraldine d'être là aujourd'hui. Et puis voilà, je vais te laisser la main. Et merci à tous de participer à cette conférence. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Génia Alumni, de me laisser la parole aujourd'hui. Je suis ravie de vous présenter cette conférence donc, intitulée L'assiette du cerveau. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, je vais me présenter brièvement. Est-ce que ma slide passe à la page d'après? Pour l'instant, on voit que la présentation, enfin la première page. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug, effectivement. Alors, je vais peut-être arrêter la présentation. Hop, c'est ça qui est bien avec la technique. Ça marche quand on le fait Quand on s'entraîne avant, au début et pas quand après. on s'entraîne et pas après. Peut-être je vais rester comme ça. Est-ce que c'est Moi, je pas en vois plein bien écran? un peu. C'est pas en PDF, voilà. Ouais. Ah voilà, là ça y est, ça bouge. Bon, c'est bon, je vais y arriver. Je reprends alors, je me présente. Donc, je suis ingénieure ISA. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le développement commercial et marketing de produits agroalimentaires et j'ai aussi organisé beaucoup d'événements professionnels dans ce secteur. Et puis, j'ai eu la chance de partir vivre en Asie, d'observer d'autres modèles alimentaires, d'autres modes de vie et de constater que ceux-ci n'avaient pas du tout les mêmes effets sur notre santé. Donc, curieuse de comprendre le véritable impact de notre alimentation sur notre corps, je me suis formée au sein de l'Institut SIN à la nutrition santé durable. Et donc, je suis aujourd'hui coach en nutrition. Je donne des conférences comme celle-là en entreprise et puis j'accompagne aussi les gens de manière individuelle. Alors, nos choix alimentaires ont un impact énorme sur un certain nombre d'éléments de santé, sur la prévention des maladies métaboliques, des maladies cardiovasculaires. Tout ça est communément admis. Et Hippocrate, d'ailleurs, le disait il y a déjà fort longtemps, que ton aliment soit ta première médecine. Mais ce qui est sans doute un peu moins connu aujourd'hui, c'est l'impact de ces choix sur nos fonctions cérébrales et sur nos fonctions psychiques qui ont pourtant une importance considérable. Donc, je vais essayer de vous donner quelques repères pour avoir un cerveau en bonne santé, c'est-à-dire un cerveau qui fonctionne bien et dans la bonne humeur. Donc, surtout au cours de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, à ouvrir votre micro pour poser vos questions ou s'il faut que je clarifie certaines choses. Si on peut avoir un peu d'interaction, ce sera plus sympathique. Alors, reprenons l'histoire de l'alimentation. C'est évidemment une histoire qui remonte à l'aube de l'humanité. À l'origine, nos ancêtres étaient des chasseurs, cueilleurs qui se nourrissaient au fil des saisons en harmonie avec la nature. Et puis, il y a eu un premier bouleversement qui est arrivé à peu près entre 6 000 et 10 000 ans avant notre ère. L'homme est devenu un paysan cultivateur. Il s'est mis à cultiver la terre, à élever des animaux et à se nourrir de ses productions. Tout ça encore au fil des saisons. Et cette harmonie homme, saison, alimentation a permis à l'homme non seulement de se développer, mais aussi de survivre. Et puis, un deuxième bouleversement est arrivé, celui-là beaucoup plus récemment. Après la Seconde Guerre mondiale, les populations étaient affamées, les champs, notamment les champs européens, étaient devenus vraiment des champs de bataille. Et donc, il a fallu trouver des solutions pour nourrir la planète. À partir de ce moment-là, l'agriculture intensive s'est de plus en plus développée. L'industrie agroalimentaire, elle aussi, s'est beaucoup plus développée,
proposant des produits de plus en plus industrialisés, de plus en plus transformés. L'homme, dans ce même laps de temps, a aussi complètement changé son mode de vie et est devenu beaucoup plus sédentaire, aboutissant parfois à ce type de profil. Parallèlement à cela, on a vu se développer un certain nombre de maladies qu'on appelle malheureusement les maladies de civilisation. Donc, il y a évidemment le diabète, le surpoids, l'obésité, les allergies, les cancers, les maladies cardiovasculaires, et puis tout un tas de maladies qui touchent bel et bien le cerveau, Alzheimer, Parkinson, les dépressions, les enfants hyperactifs, etc. Donc aujourd'hui, la communauté scientifique est vraiment unanime pour affirmer qu'il y a un lien puissant entre la nutrition et notre santé. Alors, je vais vous parler en quelques mots du cerveau qui est l'organe aujourd'hui qui nous intéresse. Donc, le cerveau, c'est 87 milliards de neurones qui sont organisés en réseau, reliés par des synapses. C'est vraiment le grand siège de remaniement permanent. Il est composé majoritairement de lipides parce qu'en fait, tous ces neurones sont constitués d'une membrane lipidique. Le cerveau, c'est un petit organe, il représente 2% du poids corporel. En revanche, c'est le plus gros consommateur d'énergie. Il consomme entre 20 et 25% de l'énergie produite par notre corps. Et il n'y a aucune réserve d'énergie dans le cerveau. Donc, le cerveau a besoin en permanence d'oxygène, qui est donc apporté par la respiration qu'on fait sans s'en rendre compte, et de glucose pour pouvoir fabriquer de manière vitale cette énergie. Donc, le cerveau, pour bien fonctionner, que ce soit l'organe, mais aussi toutes les fonctions psychiques, hein, les émotions, la pensée, la mémoire, l'humeur, a des besoins vraiment fondamentaux et essentiels. Donc, des besoins nutritionnels, micronutritionnels, qui vont être évidemment apportés par les aliments, et aussi des besoins fonctionnels. Le cerveau a besoin de lumière, a besoin de respiration, de mouvement, de sensations au corps, de pensées justes et positives, de relations humaines. Et vraiment, les besoins du corps et de l'esprit sont en interdépendance permanente. On a longtemps pensé que le cerveau était isolé, mais aujourd'hui, on sait bien qu'il est en interdépendance avec le reste du corps et notamment avec notre intestin, qu'on appelle donc aujourd'hui notre deuxième cerveau. Cet intestin rempli de toutes ces cellules hôtes, ce fameux microbiote, va impacter nos pensées, notre sensibilisation, notre capacité à nous adapter au stress. Et puis, il y a aussi des respirations, certaines respirations qui peuvent vraiment nous remettre dans un état de bien-être psychique. Donc, on sait aujourd'hui qu'il existe des modes de vie et des modèles alimentaires beaucoup plus favorables que d'autres pour prendre soin de son cerveau et soin de son psychisme. Donc, on va voir en 3 points comment améliorer son assiette pour avoir une assiette protectrice du cerveau. Comment optimiser justement ces relations corps-cerveau. Et puis, dans un dernier point, quelles sont plutôt les choses à éviter, les ennemis du cerveau. S'il n'y a pas trop de questions, je continue. La première partie, donc, comment avoir une assiette bien protectrice pour le cerveau. Donc, comme je vous le disais, le cerveau, c'est vraiment une boule de matière grasse. Et les matières grasses de notre assiette vont avoir une influence considérable sur la structure du cerveau, sur sa protection, sur ses fonctions. Il est composé majoritairement d'un acide gras longue chaîne. Quand les scientifiques l'ont trouvé, il y avait une telle concentration dans le cerveau qu'ils l'ont appelé acide cervonique. Et depuis, ils l'ont rebaptisé acide docosahexaénoïque, donc un nom un peu barbare, on va l'appeler le DHA. C'est un acide gras oméga 3 longue chaîne qui est vraiment essentiel et indispensable à la fluidité des membranes des neurones, ce qu'on appelle la neuroplasticité, indispensable au bon fonctionnement du cerveau. Il joue un rôle dans l'apprentissage, dans la mémoire, dans l'humeur.
et il est malheureusement trop rare dans nos assiettes. Il faut vraiment en apporter quotidiennement pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. On sait aujourd'hui que la population générale souffre d'un déséquilibre lipidique, avec souvent une alimentation qui apporte trop d'acides gras oméga 6, qui sont plutôt pro-inflammatoires, qui créent de l'inflammation, et trop peu d'acides gras oméga 3, qui, eux, sont anti-inflammatoires. D'ailleurs, aujourd'hui, les apports nutritionnels conseillés ont été réévalués. La part de lipides dans notre assiette a été réévaluée pour apporter plus d'oméga 3. Alors, concrètement, où va-t-on trouver ce bon gras, ces fameux oméga 3? Il y a d'abord des apports d'origine végétale et notamment les huiles. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur cette slide, puisque vous savez, toutes les huiles ne se valent pas et n'ont pas forcément la même composition en acides gras. Donc, vous avez sur la droite des bouteilles qui sont remplies majoritairement en verre, qui représentent les acides gras saturés. C'est par exemple l'huile de coco ou l'huile de palme. Donc les acides gras saturés, ce sont des acides gras qu'on dit athérogènes. Athérogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça produit de l'athérome. L'athérome, ce sont les lipides qui se fixent sur la paroi des artères et qui commencent à former une couche le long de la paroi des artères. Et puis, un jour, pas fait comme un autre, parce qu'il y a trop d'inflammation, parce qu'il y a trop de stress oxydant, pour tout un tas de raisons, cette plaque d'athérome va se détacher et va aller boucher un peu plus loin l'artère. C'est donc ce qu'on appelle l'accident vasculaire. Voilà, donc ces huiles saturés, avec du gras saturé, on va essayer de les limiter, notamment la fameuse huile de palme, qui est non seulement donc, mauvaise pour la planète, mais aussi pour la santé. On va essayer de les limiter. Plus on se décale, plus on a des bouteilles qui sont remplies en rouge. Le rouge qui représente les oméga 6. Donc, comme je vous le disais, les oméga 6 qui consommés en grande quantité sont plutôt pro-inflammatoires, qui créent de l'inflammation. Donc là, on retrouve l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile de soja, par exemple, qui elles aussi sont assez utilisées. Et donc, on va essayer plutôt de limiter la consommation de ces huiles-là. On continue à se décaler et là, vous avez notamment la fameuse huile d'olive, qui est une huile assez neutre, bonne pour la santé, mais qui ne contient toujours pas ces fameux oméga 3. Les huiles qui contiennent des oméga 3 sont les bouteilles qui sont donc le plus à gauche. Vous voyez du jaune qui apparaît dans la bouteille. Et je vais m'arrêter notamment sur l'huile de colza, donc, qui est une huile très intéressante avec un très bon ratio en fait oméga 6 sur oméga 3, qui contient aussi de la vitamine E qui permet de protéger cet oméga 3 parce que ces oméga 3 sont très fragiles. Donc c'est une huile très intéressante qu'on peut utiliser au quotidien, à la fois pour des vinaigrettes ou pour cuissons. Des cuissons douces jusqu'à 180 degrés. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, Ouais, je vais essayer de le sauf si c'est la bon. personne voulait poser une C'est bon, c'est question. bon. Voilà, donc notre fameuse huile de colza, très intéressante, qui peut s'utiliser au quotidien, soit pour des vinaigrettes, comme je le disais, ou aussi des cuissons douces jusqu'à 180 degrés. D'autres huiles, vous voyez à côté, comme l'huile de lin ou l'huile de cameline, contiennent encore plus d'oméga 3, mais c'est des huiles beaucoup plus fragiles qu'il faut conserver au frigidaire, qui ne peuvent s'utiliser qu'en vinaigrette. Ce n'est pas possible de les chauffer. C'est des huiles aussi qui coûtent plus cher. Donc, je vous invite plutôt, si vous ne l'avez pas, à mettre dans vos placards de l'huile de colza, de l'huile, si possible, bio, de première pression à froid, pour bénéficier au quotidien
de cet apport d'oméga 3. Et les oméga 9, s'il vous plaît? Alors, les oméga 9 sont neutres pour la santé. L'huile d'olive est une huile dont on a beaucoup parlé, notamment dans le modèle méditerranéen, qui est un modèle de santé, de référence santé par excellence. Mais dans les pays méditerranéens, et notamment le modèle a été très étudié en Crète, en fait, cette population a un apport d'oméga 3 via d'autres aliments, notamment ils consomment des petits escargots qui sont très riches en oméga 3, ils mangent beaucoup de pourpiers, ils ont aussi des poissons qui leur apportent des oméga 3. Donc dans leur modèle alimentaire, ils ont d'autres sources d'oméga 3. C'est pour ça que l'huile d'olive pour eux n'est pas un apport d'oméga 3. Nous, dans notre alimentation, on n'a pas forcément tous ces aliments qui nous apportent des oméga 3. C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier l'huile de colza. Mais l'huile d'olive est tout à fait intéressante. En tout cas, pour la santé, il n'y a aucun problème. Et est-ce qu'il y a des différences entre les consommer à chaud ou à froid? Parce qu'il y a plusieurs polémiques sur le sujet des fois. La différence de conso des huiles à froid et à chaud et de ce qu'on gagne ou de ce qu'on perd de cette conso à froid ou à chaud. D'accord. Alors, donc, on était sur la slide concernant les huiles. Oui. D'accord, parce que donc j'avais effectivement largement avancé, je m'en excuse. Désolée. Donc, concernant les huiles, eh bien, justement, l'huile de colza peut être cuisinée à chaud jusqu'à 180 degrés sans problème. Tandis que c'est ce que je disais pour les huiles de lin et l'huile de cameline. Il faut vraiment les conserver dans le frigidaire et ne les utiliser qu'en vinaigrette. L'huile d'olive est une huile aussi qui tient bien la chaleur, qui peut être utilisée jusqu'à 200 degrés dans le four sans problème. Et d'ailleurs, toutes les autres huiles qui contiennent plus d'oméga 6, comme l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, sont elles des huiles qui tiennent très fortement la chaleur. Et c'est pour ça qu'elles sont largement utilisées par l'industrie agroalimentaire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Oui, c'est bon. Alors, j'ai l'impression que c'est quand j'ai passé la slide d'après que ça a coupé. Donc, j'espère que là, c'est toujours bon. On te voit toujours, on t'entend toujours. Et effectivement, celle-ci, on ne l'avait pas vue, hein, ce slide, on ne l'avait pas vue. Ouais. Voilà, bah, je suis désolée, j'ai continué sans vous. Donc, je vais rester peut-être sur ce format-là, pas en plein écran, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui fait couper. Donc, la noix de Grenoble est un deuxième aliment qui permet d'avoir une bonne source d'oméga 3 d'origine végétale. La noix de Grenoble est très intéressante parce que elle contient donc beaucoup d'oméga 3. Elle contient aussi des fibres et on va voir que les fibres sont très intéressantes pour la santé, notamment de notre microbiote. Elle est riche aussi en micronutriments, donc en magnésium, en fer, en zinc et en vitamines, notamment du groupe B. Donc, c'est vraiment un petit aliment à consommer régulièrement. On parle d'une poignée par jour, bien fraîche. Je vous invite surtout à les acheter comme ça dans cette petite coque parce que c'est cette coque qui protège en fait les oméga 3. Vous avez peut-être fait l'expérience d'acheter des cerneaux de noix et qui peuvent être devenus assez mauvais. En fait, c'est les oméga 3 qui sont devenus rances. Donc, c'est plus intéressant de les acheter comme ça dans leur petite coque. Alors, il y a aussi évidemment des apports d'origine animale et ce sont notamment les œufs. Donc, pas n'importe quel œuf, les œufs de la filière bleu blanc cœur.
Pourquoi? Parce que dans cette filière, les animaux ont été nourris avec des graines de lin. Ces graines de lin qui sont elles aussi très riches en oméga 3. Donc la poule, quand elle picore ces graines de lin, elle va transformer cet acide gras végétal qu'on appelle l'acide alpha-linolénique en fameux oméga 3 longue chaîne comme le PA et le fameux DHA. Donc vraiment, on retrouve dans le jaune de l'œuf une bonne concentration d'oméga 3. Donc aujourd'hui, cette filière bleu blanc cœur est de plus en plus distribuée. Donc vous pouvez en retrouver facilement dans les supermarchés. Je Et rappelle aussi que oui. oui, j'avais juste une question. Est-ce qu'on déconseille les œufs quand on a du cholestérol? Donc, comment on fait l'arbitrage? Alors, ça, c'est un peu une idée ancienne, comme quoi l'œuf est un problème pour le cholestérol, mais sur lequel les scientifiques sont bien revenus, hein. Il n'y a pas du tout de problème à consommer des œufs, même des œufs notamment bleu blanc cœur, donc qui apportent ces oméga 3, peuvent vraiment être consommés au quotidien sans problème, et ça ne posera pas du tout de problème sur le cholestérol. Au contraire, non, non, il y a aucun souci à en consommer. Surtout ces œufs bleu blanc cœur qui vont vous apporter du bon gras. Les œufs sont aussi une excellente source de protéines, hein, de protéines de très bonne qualité. Ça apporte aussi des micronutriments très utiles pour le cerveau, dont l'iode. Ils sont vraiment très intéressants dans la prévention des maladies neurodégénératives et pour la mémoire. Voilà, donc je vous invite à en consommer régulièrement. Deuxième aussi aliment d'origine animale qui apporte des oméga 3, ce sont les petits poissons gras des mers du Nord. Donc tout ce qui est sardines, maquereaux, harengs, truites arc-en-ciel, etc., contiennent vraiment des quantités de EPA et DHA très intéressantes. Et on dit qu'il faut consommer en fait 2 boîtes de sardines par semaine et par personne. Voilà, pour avoir un bon apport en oméga 3. D'ailleurs, si vous avez chez vous une boîte de sardines, vous pouvez regarder. En général, le taux d'oméga 3 pour 100 grammes est indiqué. Et vous allez voir que souvent, c'est entre 2 et 3 grammes. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et vous allez avoir une bonne protection du cerveau. Ça lutte contre la neuroinflammation. Donc, ne pas hésiter aussi à en acheter et à faire peut-être là, cette fois-ci, attention à ces petits logos de pêche durable pour faire attention aussi à la planète. Donc voilà, première chose à apporter dans son alimentation, c'est vraiment du bon gras, des bons oméga 3 à travers tous ces aliments. Deuxième point, c'est le sucre. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le glucose, c'est le seul nutriment énergétique du cerveau. Et pour que le cerveau puisse produire son énergie, on doit lui apporter ce sucre à débit le plus constant possible. Si le débit subit des variations, alors on va fatiguer le cerveau. Donc c'est le cas par exemple sur cette courbe rouge où vous voyez que la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, augmente fortement. Donc en fait, à ce moment-là, il y a beaucoup de sucre qui arrive dans le sang. Le corps va se mettre à produire une hormone qui est l'insuline, qui va aller stocker le sucre dans tous les organes dans lesquels il peut le stocker, c'est-à-dire le foie, les muscles, etc. Et il va y avoir à ce moment-là une chute assez brutale du taux de sucre dans le sang. Et donc, il n'y a plus de glucose qui est apporté à notre cerveau et on a ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Donc, on devient à ce moment-là fatigué. On a ce fameux coup de pompe. Donc, toute l'idée, ça va être d'apporter des aliments qui font augmenter raisonnablement le taux de sucre dans le sang. Ce qu'on voit avec la courbe bleue, essayer de rester sur cette courbe bleue pour rester en forme, rester attentif, rester concentré le plus longtemps possible.
Et donc ça, c'est possible grâce à deux choses. On va privilégier ce qu'on appelle des aliments à index glycémique faible, hein, donc qui font peu augmenter la glycémie, et grâce aux fibres. Donc les aliments qui nous apportent ça sont avant tout les céréales, les glucides complets, donc tout ce qui est céréales complètes, donc le pain complet, les pâtes complètes, semi-complètes, le riz complet, les légumineuses et évidemment tous les fruits et légumes entiers. Et ça tombe bien puisque tous ces aliments, et notamment les fruits et légumes, nous apportent aussi des fibres. Ces fibres sont très importantes parce qu'elles permettent de diminuer la charge glycémique globale d'un repas. Et en plus, elles apportent de la très bonne nourriture à notre intestin. Elles ont ce qu'on appelle un effet prébiotique. Elles vont très bien nourrir notre microbiote. Et on sait aujourd'hui que le cerveau a besoin de 30 à 50 grammes de fibres par jour, alors que, à nouveau, dans notre consommation et alimentation moderne, on en consomme environ 10-15 grammes. Donc, il y a un deuxième grand déséquilibre dans notre alimentation. C'est un déséquilibre, cette fois-ci, glucidique, avec une alimentation qui apporte généralement trop de produits raffinés, de sucre simple, et pas assez de produits complets, de produits végétaux. Or, manger des sucreries augmente en fait les risques de perturbations cérébrales comme l'attention, la concentration, perturbe notre écosystème intestinal et va contribuer à une neuroinflammation, à une diminution des performances cognitives, à des troubles de l'humeur. Donc voilà, attention vraiment à tous ces sucres cachés, hein, notamment dans les jus industriels qui sont généralement très sucrés, dépourvus de fibres, dans ces fameuses céréales entre guillemets de petit déjeuner, qui elles aussi apportent énormément de sucre. Troisième grand point, c'est évidemment les protéines, car les protéines sont indispensables à la fabrication des neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont tous ces neurones qui transmettent les informations, qui élaborent la pensée, les comportements, qui stockent les informations en mémoire. Et en 2017, le prix Nobel de médecine a été attribué à 3 chercheurs américains qui ont prouvé les liens entre chronobiologie et santé. Alors, la chronobiologie, c'est l'étude des rythmes biologiques dans l'organisme. Toutes nos fonctions, en fait, toutes les fonctions de l'organisme sont soumises à une horloge interne nichée au cœur du cerveau qui impose un rythme de 24 heures. Et le rythme de nos repas peut contribuer à synchroniser ou au contraire à complètement perturber ces fameuses horloges biologiques. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple de la dopamine. La dopamine qui est un neurotransmetteur qui permet l'attention, la concentration, la mémorisation. C'est vraiment le starter du matin, hein, celui qui nous donne l'envie et l'énergie de démarrer nos projets. Eh bien, le cerveau, pour bien fabriquer cette dopamine, a besoin de protéines. Donc, il faut apporter des protéines à notre petit déjeuner pour faciliter la synthèse de cette dopamine. Et à l'inverse, un apport excessif de protéines le soir va empêcher notre cerveau de synthétiser un autre neurotransmetteur qui est cette fois-ci la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du calme, de la détente, du bien-être, qui est le précurseur de la mélatonine, qui, elle, va nous permettre de dormir. Donc, au quotidien, on consomme généralement suffisamment de protéines, mais souvent pas au bon moment. Il faut mettre des protéines le matin au petit déjeuner, au déjeuner et le soir, avoir plutôt un repas léger en protéines, plutôt glucidique, à tendance donc végétarienne. Donc, comme je parle des protéines, j'en profite pour dire que les protéines
ne se trouve pas que dans les produits animaux, mais aussi dans les produits végétaux, hein. C'est le troisième grand déséquilibre de notre assiette. On sait que l'assiette moderne apporte beaucoup de produits animaux et l'idée, c'est de remettre plus de végétal dans notre assiette. Et donc pour ça, et pour avoir un bon apport en protéines, il faut évidemment miser sur les légumineuses. Donc c'est toute cette grande famille, hein, de lentilles, de toutes les couleurs, de pois chiches, de pois cassés, de petits pois, de haricots, haricots blancs, haricots verts, haricots no- rouges, tous ces fèves qui sont très intéressantes et qui, si on les supporte bien, sont à mettre au menu 3 fois par semaine. Et pour avoir une source efficace en fait de protéines, c'est-à-dire pour avoir tous les acides aminés qui sont ces petites briques qui nous permettent de fabriquer ces longues chaînes de protéines, eh bien, il faut avoir dans son assiette et des légumineuses et des céréales complètes. Et on peut penser à toutes ces recettes, voilà, comme le dal de lentilles, hein. Il y a toujours des lentilles et du riz, le couscous où il y a des pois chiches et de la semoule. En Amérique du Sud, c'est le maïs et les haricots rouges, ou le riz cantonais avec le riz et les petits pois. Voilà, il y a toujours la combinaison en fait d'une légumineuse et d'une céréale complète pour avoir une très bonne source de protéines. Et ça tombe bien, Excusez-moi, c'est des... Géraldine. Oui. Oui, j'ai une question par rapport aux protéines et aux personnes qui vont avoir des activités sportives poussées et qui vont augmenter leur apport en protéines par des compléments. Est-ce que justement il y a scientifiquement un retour sur la prise de protéines en poudre? Oui, alors pour un sportif, c'est effectivement très important d'avoir une bonne quantité de protéines, et notamment pour quelqu'un qui va faire aussi des compétitions le soir. Là, il va avoir une assiette un peu particulière avec un petit peu plus de protéines et même le soir. Et il faut faire après un peu attention à quel type de compléments alimentaires la personne prend, parce que c'est plutôt dans la composition où il peut y avoir d'autres produits qui ne sont pas forcément géniaux, mais tout ce qui est alpha-lactate-bionine, par exemple, ou la whey protéine et tout ça, c'est très bon pour les sportifs. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Et je disais donc voilà, que les légumineuses sont aussi une grande source de glucides complexes, hein, de fibres, de micronutriments, de magnésium, de potassium. Et donc tout ça est très protecteur du cerveau. Alors, autre point, c'est évidemment la consommation abondante de fruits et légumes, qui est vraiment associée à des effets protecteurs du cerveau et des fonctions psychiques. Il y a une méta-analyse qui date de 2020 qui a montré que la consommation régulière de légumes diminue de 9% le risque de dépression et celle de fruits de 15%. Donc, les fruits et légumes ont vraiment un effet préventif, protecteur dans les troubles fonctionnels, donc de l'humeur, de l'anxiété, de la mémoire, mais aussi dans les troubles neurodégénératifs, hein, tels que Parkinson ou Alzheimer. Et c'est probablement dû à l'extraordinaire richesse en fait en micronutriments, donc en vitamines, en minéraux, en potassium, en fibres, hein, avec ses effets prébiotiques, et en polyphénols antioxydants. Alors, qu'est-ce que c'est que les polyphénols? Les polyphénols, ce sont des toutes petites molécules végétales qui agissent vraiment sur toutes les cellules de notre corps, qui sont anti-inflammatoires, antioxydantes. Et en fait, chaque couleur apporte des polyphénols différents. Donc, il faut vraiment privilégier des fruits et légumes le plus variés, le plus colorés possible. Alors frais si on peut, de saison, de proximité, bio c'est encore mieux, mais en tout cas beaucoup de légumes. On entend souvent, et tout le monde le sait un peu maintenant, l'idée d'avoir 5 fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est pas forcément très clair parce que on devrait dire 5 portions.
de fruits et légumes par jour, une portion étant constituée de 80 grammes. Donc, en fait, on parle de 400 grammes de légumes par jour, hein, ce qui est pas mal. Et, idéalement, il en faudrait même 600. Voilà, donc ne pas hésiter à consommer vraiment des légumes tous les jours, à tous les repas, aussi bien crus que cuits. Et pour vous donner une idée, dans l'assiette, c'est en gros la moitié de l'assiette remplie de légumes. Et puis retenir voilà, avoir au moins un fruit par jour. On va là privilégier des fruits entiers à croquer, hein, à la différence des jus qui, comme je vous le disais avant, ont perdu toutes leurs fibres. Donc on a de la chance, là, l'été, les beaux jours arrivent, donc on va avoir tous ces fruits d'été délicieux, mais l'hiver, voilà, n'hésitez pas aussi à acheter des fruits surgelés qui ont conservé leurs vitamines. Alors, Et on a une évidemment, question, oui. Géraldine, il y a une question dans le chat de Pascal qui demande si concernant les fruits, comment distinguer les bienfaits entre les fruits frais et les fruits secs? Alors, les fruits frais apportent encore plus de vitamines qu'un fruit sec. Les fruits secs, notamment tout ce qui est figues, raisins, abricots secs, sont généralement beaucoup plus sucrés. Donc, ça peut être un petit encas pour se rebooster, notamment dans le cas de notre sportif qui va avoir besoin de sucre pour son effort. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir des fruits secs, mais au quotidien, il vaut mieux privilégier les fruits frais. Et je voulais rajouter aussi dans cette catégorie de végétaux, hein, que bien sûr font partie de cette catégorie les légumineuses dont on a parlé et les fruits à coque. Voilà, la différence des fruits secs, c'est tout ce qui est les noix, donc la noix de Grenoble dont on a parlé, mais aussi les amandes, les noisettes, les noix du Brésil qui vont apporter du sélénium. Voilà, toute cette catégorie aussi de fruits à coque qu'on peut mettre dans nos assiettes aussi une petite poignée par jour pour apporter tous ces micronutriments intéressants. Donc cette assiette très végétale, très complète, très variée, très colorée, est vraiment une assiette à haute densité micronutritionnelle qui nous apporte en fait tous les micronutriments essentiels que nous ne savons pas fabriquer et apporte donc des micronutriments très intéressants pour le cerveau, hein, des micronutriments comme les minéraux, les oligoéléments, les vitamines du groupe B, des polyphénols, des acides gras essentiels, des fameuses fibres dont on a parlé, qui vont avoir un rôle sur la stabilité des membranes, sur la synthèse des neurotransmetteurs, sur la production énergétique, sur la lecture épigénétique. Voilà, donc tous ces aliments vont être très protecteurs, antioxydants et anti-inflammatoires. J'aimerais avoir des précisions sur le côté anti-inflammatoire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut percevoir ou est-ce que ça se passe à notre insu, l'inflammation? Je vous pose la question parce que je suis assez migraineuse et je sais qu'il est question de questions inflammatoires. Tout à fait. Alors, quand on parle de cette inflammation-là, l'inflammation, c'est effectivement, en général, il y a la douleur, donc celle qu'on peut percevoir. Mais là, l'inflammation dont je parle, c'est ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. C'est une inflammation sourde qui, justement, qu'on ne connaît pas, mais qui a un petit peu, si vous voulez, dans votre corps en permanence et qui peut être augmentée par tout ce qui va être pro-inflammatoire, ces fameux oméga 6 notamment dont je vous parlais, et qu'il va falloir essayer de réduire en apportant des aliments anti-inflammatoires. Et notre grande source d'anti-inflammatoires, c'est les oméga 3. Voilà, donc ils sont vraiment à mettre dans votre assiette. Et si vous apportez, si vous cuisinez avec de l'huile de colza, si vous consommez régulièrement des noix, des œufs bleus blanc cœur et des petits poissons gras, vous allez apporter vraiment des oméga 3 à votre corps et diminuer cette fameuse inflammation. Voilà, il y a plein de choses à faire au sujet des migraines. On pourra en reparler si vous voulez. Avec plaisir.
Alors maintenant qu'on a parlé de l'assiette, je vais évidemment parler du verre, puisque notre corps contient 60% d'eau. Et le cerveau en particulier est extrêmement sensible à la déshydratation. Donc, dès que le manque d'eau se fait sentir, en fait, la fatigue s'installe. Donc, quand vous êtes fatigué, n'hésitez pas à boire un verre d'eau. Vous allez voir que le cerveau repart. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que quand on ressent la soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc, vraiment, il faut boire tout au long de la journée. On parle de 1,5 litre d'eau par jour, donc c'est beaucoup. Et on sait malheureusement que les besoins sont rarement satisfaits, quelle que soit la tranche d'âge, et notamment chez les enfants. Donc, n'hésitez pas à mettre une gourde dans le cartable, n'hésitez pas à avoir une gourde sur votre bureau pour boire tout au long de la journée. Je rappelle que c'est l'eau qui réhydrate le mieux. On peut évidemment aussi boire du thé, du café, des tisanes. Tout ça va nous apporter de la couleur, donc va nous apporter des polyphénols. Les polyphénols du thé vert notamment sont très intéressants. Mais c'est important de boire parce que le manque d'eau va avoir des conséquences sur l'humeur, sur la fatigue psychique, sur la baisse des performances cognitives. Voilà pour toute cette première partie. On va voir dans un deuxième temps, et je vois que l'heure tourne, en plus, petit moment d'absence, donc le temps a filé sans moi. Deuxième partie pour optimiser les liens corps et esprit. Donc, parce que, comme je vous le disais, le cerveau est en lien avec notre corps et notre cerveau a besoin de mouvement. L'exercice physique régulier, en fait, diminue l'apparition de troubles cognitifs et stimule l'apparition de nouvelles connexions entre les neurones. Alors, il ne faut pas forcément courir un marathon, mais il suffit de marcher 30 minutes par jour. On parle d'une marche rapide, c'est-à-dire d'une marche sans essoufflement. Vous arrivez à parler à quelqu'un, mais vous n'êtes pas essoufflé, vous marchez quand même d'un bon pas et ça va permettre vraiment de créer de nouvelles connexions. On sait aussi qu'il faut régulièrement s'étirer, se relaxer. Voilà, on est quand même souvent très sédentaire, assis devant notre écran. Donc, n'hésitez pas toutes les heures à vous lever, à vous étirer. Ça va aussi réoxygéner votre cerveau. Et puis, si en plus vous pouvez le faire dans la nature, le week-end, en tout cas au maximum, on sait que la présence de nature, et il y a beaucoup de méta-analyses qui l'ont montré aussi, que la présence de la nature permet de lutter contre le stress, contre la dépression, contre les états anxieux. Donc voilà, les bienfaits de la nature sont aussi essentiels à notre cerveau. Il y a évidemment un deuxième point qui est très important, c'est la respiration. Donc, je le disais en préambule, il y a la respiration automatique qu'on fait sans s'en rendre compte, qui nous permet d'apporter de ce fameux oxygène qui est vital à notre cerveau. Si notre cerveau n'a plus d'oxygène, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Mais il y a aussi des respirations qui nous permettent de nous mettre dans un état de bien-être. Et il y a notamment un petit exercice que j'aime bien, qui est très facile à pratiquer, qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui permet en fait de remettre en équilibre nos deux systèmes nerveux. Alors, le système nerveux orthosympathique, qui est sur lequel souvent on appuie beaucoup, qui est celui du stress, qui va produire du cortisol. Et donc, on appuie souvent sur cette pédale-là et malheureusement, le système parasympathique n'est pas beaucoup mis en avant. Donc, la cohérence cardiaque permet en fait de remettre en équilibre ces deux systèmes ortho et parasympathiques, et ça va permettre vraiment de réduire le stress, d'avoir les idées plus claires, et d'avoir un meilleur équilibre après avoir pratiqué cette cohérence cardiaque qui ne dure que 5 minutes. Donc, c'est pour ça que c'est assez facile à pratiquer. Donc, en fait, on fait 6 respirations par minute. Ça dure 5 minutes et si possible, on la pratique 3 fois par jour, une fois le matin, une fois avant le déjeuner et en fin d'après-midi. C'est la règle des 365, puisqu'on essaie de faire ça 365 jours par an.
Et vous verrez que vraiment, il y a des effets très positifs sur la diminution du stress. Et deuxième effet qui se coule sur le microbiote. Ça permet vraiment aussi à toutes nos cellules intestinales de mieux fonctionner. Voilà, donc je ne sais pas si certains la pratiquent, mais en tout cas, je vous invite à le faire et à mettre ça peut-être au moins une fois par jour dans votre petite routine quotidienne. Alors évidemment, il y a d'autres techniques, hein. Il y a évidemment le yoga, la méditation. Enfin, chacun peut avoir d'autres méthodes, mais la respiration va aussi beaucoup aider notre cerveau. Et puis, il y a évidemment le sommeil. Alors, ça paraît une évidence, mais c'est important de le mentionner puisque pendant qu'on dort, lui, notre cerveau continue de travailler et fait beaucoup de choses. Et notamment, il justement réorganise toutes ces fameuses horloges biologiques. Et donc, si on diminue son temps de sommeil, eh bien, on va entraîner une diminution de l'attention, de la concentration, de la mémorisation. On va augmenter en fait le vieillissement du cerveau. Et à long terme, on peut avoir un stress chronique qui se met en place. On va déréguler aussi des hormones, comme notamment l'hormone de l'appétit, hein. Donc en général, moins on dort, plus on mange, alors que si on dort longtemps, eh ben, on aura moins faim. Cette hormone-là sera mieux régulée. On va aussi diminuer nos défenses immunitaires. Voilà, donc vraiment l'importance du sommeil. On devrait normalement dormir pour un adulte 8 heures par nuit, ce qui n'est pas forcément évident, sachant que les heures très intéressantes sont celles avant minuit. Voilà, donc essayez en tout cas au maximum quand on le peut la semaine de se coucher tôt et d'avoir des bonnes heures de sommeil pour éviter à notre cerveau de vieillir trop vite. Dernière partie, ce sont une partie sur les ennemis du cerveau. Puisque comme je vous le disais, le cerveau, c'est une boule de gras. Donc, il faut imaginer la plaquette de beurre que vous mettez sans couvercle dans le frigidaire. Et puis, vous la ressortez quelques temps après. Et en fait, votre beurre a pris en fait, toutes les odeurs du frigidaire et vous le trouvez pas très bon à consommer. Bien, le cerveau, c'est un peu pareil. Il va capter tous les toxiques qui sont autour de lui. Certains toxiques dont malheureusement on ne peut pas faire grand-chose, comme la pollution de l'air, mais d'autres sur lesquels on peut quand même agir. Donc évidemment, l'alcool, le tabac, les drogues, les perturbateurs endocriniens. Il y a aussi tous les composés néoformés qui se forment en fait quand on fait des cuissons trop fortes. Donc c'est le cas quand on fait des barbecues avec ces viandes un peu grillées. C'est le cas du toast même de pain le matin trop grillé. Ou quand on cuit un peu trop fortement ces légumes et que voilà, les produits deviennent un peu caramélisés. Voilà, toutes ces cuissons tous ces aliments cuits à forte température, en fait, ça fait des composés néoformés qui sont assez néfastes pour le cerveau. C'est aussi l'ajout en trop grande quantité de sel, de sucre et donc ces fameux produits ultra transformés dont je parlais un petit peu au moment des glucides, sur lequel aussi il faut avoir la main légère. Donc, qu'est-ce qu'un produit ultra transformé? C'est Anthony Fardet, qui est le spécialiste français, un chercheur à l'INRA, qui étudie beaucoup le lien entre ces produits ultra transformés et la santé, qui dit que ce sont des produits dont on ne comprend pas tout simplement la liste des ingrédients, puisqu'il y a des mots d'aliments ou d'ingrédients en tout cas que vous n'avez pas dans vos placards, comme lactosérum, amidon modifié, sirop de glucose fructose, dextrine, maltodextrose, tout ça. Ce n'est pas comme vous l'avez chez vous, de la farine, du beurre. Donc, si vous ne comprenez pas la liste des ingrédients, vous pouvez vous dire que
vous achetez un produit ultra transformé. Et en fin de liste, vous avez souvent un certain nombre d'additifs sur ces petits E qu'on voit à la fin de la liste. Les additifs alimentaires, donc tout ce qui est colorant, conservateur, émulsifiant, voilà, toutes ces petites molécules ajoutées pour améliorer la texture du produit ou l'arôme, etc., etc. Donc, tous ces produits contiennent généralement trop de sucre, trop de sel, des graisses industrielles qui sont soit hydrogénées, soit partiellement hydrogénées, qui vont être plutôt néfastes pour la santé en général et notre cerveau particulièrement. Donc voilà, une petite chose à retenir, c'est d'essayer de limiter ces produits à 15% maximum dans notre caddie. Alors, si je devais résumer les grands principes, j'espère que je vous aurais donné en tout cas quelques repères utiles, c'est d'avoir dans son assiette un maximum de végétaux, de toutes les couleurs, le plus varié possible. Les épices aussi, hein, ajouter des épices justement pour diminuer cette quantité de sel. On peut jouer sur les épices qui vont nous apporter de la couleur et donc ces fameux polyphénols. Apporter des oméga 3 quotidiennement, hein, donc nos fameux huiles de colza, les noix, les poissons gras, les œufs bleu blanc cœur. Apporter des protéines au bon moment et notamment au petit déjeuner pour bien démarrer la journée et avoir une bonne production de dopamine. Des céréales plus complètes possibles, hein, donc éviter les céréales trop raffinées et privilégier les pâtes complètes, semi-complètes, le riz complet, les lentilles et toute cette gamme maintenant de légumineuses et de céréales qu'on trouve de plus en plus dans les magasins aussi, hein, comme le sarrasin, le petit épaule, le quinoa. Enfin voilà, maintenant là, on a de la chance, les rayons en proposent de plus en plus. Et puis de l'eau toute la journée pour maintenir aussi notre cerveau bien éveillé et le fatiguer le moins possible. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Juste une réflexion là dans le chat, voilà de Marianne, donc qui dit que c'est pas forcément facile voilà, de faire tout ça quand on est intolérant aux fibres, au poids et aux autres faibles, céréales entières et nombreuses épices. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Donc là, sans doute, dans le cas de Marianne, il doit y avoir un problème avec les food maps. Donc, je ne sais pas si ça parle à Marianne, ce petit mot. Le food map, c'est un acronyme, hein. Ce sont justement toutes les sucres qui fermentent dans l'intestin. Et qui peuvent être mal tolérés. Et il y a heureusement des techniques qui peuvent être mises en place, d'adopter en fait un régime très très pauvre en FODMAP pendant quelques semaines pour remettre son microbiote sur la bonne voie, changer son microbiote. On a de la chance parce que ce microbiote peut se régénérer et s'améliorer assez rapidement. Et à ce moment-là, réintroduire petit à petit certains produits dont Marianne parlait, certaines fibres, des pois, les lentilles, etc. Et ouais, il y a des protocoles assez précis qui permettent de les tolérer après. Alors, je vois qu'on parle des produits laitiers. Quid des produits laitiers?
Alors, j'en ai pas spécifiquement parlé là dans le cerveau, mais les produits laitiers sont un très bon apport en calcium, font partie évidemment du modèle méditerranéen crétois qui, comme je le disais, est vraiment le modèle de référence santé. L'idée, c'est surtout d'apporter des produits fermentés. Puisque notamment donc c'est le cas du yaourt. Le yaourt fermenté apporte justement des aliments très intéressants pour notre microbiote, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un probiotique. Ça va extrêmement bien nourrir notre flore intestinale. Et l'idée, c'est de varier, pas apporter que forcément de la vache, mais aussi et surtout, même je dirais, des produits de chèvre ou de brebis. Voilà, des yaourts de chèvre, yaourts de brebis, fromage de chèvre, fromage de brebis. Et quand je dis yaourt, c'est vraiment des yaourts nature, hein. On va éviter ceux dans lesquels il y aurait trop de conservateurs, de colorants, d'arômes, etc., etc. J'avais une question également, c'est Marianne qui parle. J'avais une question également concernant les oméga 9 que vous avez un peu évacués, c'est-à-dire le constituant principal de l'huile d'olive, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent, qui ne jurent que par l'huile d'olive. Or, je sais que c'est un petit peu, c'est pas tout à fait exact. Il faut faire attention à varier les huiles. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Alors, l'huile d'olive est une huile qui n'est pas du tout mauvaise pour la santé, hein. C'est une huile assez Oui. neutre. Donc, on peut tout à fait en consommer quotidiennement. L'idée, comme vous dites, c'est de varier et surtout d'apporter des huiles qui vont apporter des oméga 3. Donc voilà, une bonne huile d'olive pour sa très bonne tomate d'été ou un filet sur ses pâtes bien fraîches, super. Mais au quotidien, cuisinons plutôt avec de l'huile de colza pour avoir cet apport en oméga 3. Et en fait, l'huile d'olive a été vraiment, comme je vous le disais, beaucoup mise en avant dans ce modèle méditerranéen. Mais n'oublions pas que dans le modèle qui a été étudié, ils avaient des apports et des sources d'oméga 3 par d'autres aliments que nous, dans notre alimentation française, on n'a pas. Voilà. Le pourpier, c'est pas une salade qu'on mange régulièrement. La mâche en apporte une bonne mâche fraîche, mais bon, voilà, on n'en a pas tous les jours dans notre assiette. Ces petits escargots dont je vous parlais, voilà. Donc, non, l'idée, c'est vraiment de cuisiner, si possible, à l'huile de colza. J'espère avoir mieux répondu à votre question. Oui, très bien. Je vais reprendre la parole si je peux, puisque s'il y a d'autres questions, ils sont prioritaires, mais bon. Juste pour dire là, que cette remarque que j'ai faite, effectivement, les FODMAP sont probablement le problème que j'ai eu, que je maîtrise maintenant, mais je ne tolère toujours pas de manger des pois, des fèves en quantité, le pain non plus, qui est un aliment transformé quand même, et peut-être un peu ultra transformé, puisqu'on sait qu'ils utilisent pas mal d'adjuvants. Et je m'en suis rendu compte très simplement en allant professionnellement 15 jours à 1 mois par an en Chine pendant des années. Et c'était 15 jours à 1 mois de tranquillité absolue. Donc j'ai regardé un peu quelle était la différence dans ce que je mangeais. Le riz, il est blanc, il est toujours blanc. Il n'y a jamais de riz complet. Et tout ça, tout est cuit, un peu archi-cuit parfois, mais ça me convenait beaucoup mieux. Donc c'est comme ça que je m'en suis aperçue. Voilà, vous rentrez typiquement dans le cadre effectivement d'une intolérance au FODMAP. Alors, effectivement, alors vous parlez du pain notamment qui est transformé. C'est vrai pour ces pains très raffinés où les boulangers notamment utilisent de plus en plus de farine, des prémix de farine dans lequel malheureusement il n'y a pas que de la farine, il y a aussi du levain et puis d'autres choses qui permettent d'avoir un beau pain qui gonfle très vite, très bien, très facilement. C'est pour ça que j'invite plutôt à aller vers des pains le plus complet possible. Dans votre cas, ça va être trop riche en fibres, donc pas forcément adapté.
Mais comme je vous le disais, on pourrait en reparler en privé si vous le souhaitez, mais il y a vraiment un protocole qui peut être mis en place, ce qu'on appelle une diète sans FODMAP pendant quelques semaines. Pour remettre en fait votre intestin au repos complètement et puis régénérer ce microbiote et après réintroduire progressivement ces aliments et voir ceux qui sont vraiment problématiques, trouver vraiment voilà, ceux qui ne vous conviennent pas. Et puis, vous parlez de légumes cuits ou de choses cuites, voire trop cuites. Dans les FODMAP, effectivement, certains ont des grosses intolérances avec les crudités et tolère beaucoup mieux tous les légumes cuits. Alors, les FODMAP, c'est une très grande famille de sucres, hein, il y en a dans plein de produits, donc il faut vraiment réussir à identifier. Mais heureusement, on peut réparer son microbiote par des compléments alimentaires aussi, bien sûr, qui peuvent aider, hein. Voilà, si vous voulez en reparler en privé, pas de problème. Merci, c'est très clair. Alors, existe-t-il un ordre dans lequel manger ses aliments dans son assiette pour éviter des pics de glucose et fringales? Je vais vous dire qu'il était préférable de consommer avec les légumes, de commencer avec les légumes, puis les protéines et terminer avec les glucides. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment, d'ordre pour avaler ces aliments. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir des aliments à index glycémique faible, hein. Donc, évidemment, tout ce dont on a parlé, beaucoup de légumes dans l'assiette et beaucoup de produits le plus complet possible. On peut aussi, ce qui fait diminuer la charge glycémique d'un repas, c'est par exemple le citron, un jus de citron à chaque fois que vous pouvez sur les légumes, sur un filet de poisson, le vinaigre aussi, le vinaigre de cidre notamment, permet de diminuer la charge globale du repas. Et en fait, c'est bien effectivement de démarrer par les crudités, les légumes, c'est ce dont on a l'habitude, mais je dirais ce qui est important, c'est de tout prendre en même temps, parce que tout va se retrouver dans l'estomac, tout va se mélanger et va former ce qu'on appelle le bol alimentaire. Voilà. Donc, c'est plutôt d'avoir un ensemble d'aliments qui sont à index glycémique faible, qui vont favoriser la, enfin, justement, qui ne vont pas favoriser un pic de glycémie. Voilà, c'est ça l'idée. Et tout simplement, qu'est-ce que c'est, hein? C'est qu'on avale des plus longues chaînes de sucre, de glucides, qui sont des chaînes carbonées. Et donc, notre corps va mettre plus de temps à découper toute cette longue molécule. Alors que plus le sucre a été raffiné, plus il est simple, moins il a de petites molécules. Et donc, plus rapidement elles vont être cassées, plus rapidement elles vont passer dans le sang et donc augmenter le taux de glucose dans le sang, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on invite à prendre des glucides le plus complet possible. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Samantha. Et y a-t-il une différence entre les oméga 6 d'un œuf dur et d'un œuf mollet? Alors, je vous invite, Adrien, à déjà prendre des œufs oméga 3, hein, c'est-à-dire des œufs bleu, blanc, cœur. Mais non, les oméga 3 sont stables à la cuisson. Donc, que vous mangez un œuf à la coque, un œuf dur, un œuf mollet, même un œuf dans votre quiche, dans votre gâteau et tout ça, vous allez retrouver vos oméga 3. Donc, pas de problème. Et ça a été passé la question sur les migraines et le lien alimentation-migraine. Oui, il y a beaucoup de. Alors, si vous voulez, on pourra en reparler parce que le sujet est un peu complexe. Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, parce que ça dépend en fait de quel type de migraine vous avez. Déjà, est-ce que c'est des migraines avec aura, sans aura? Et ça dépend aussi de si vous avez repéré quel type d'aliment peut vous donner des migraines. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont notamment très sensibles à l'histamine. L'histamine qui va être courant dans le chocolat, le trop
de tomates, le trop de charcuterie, évidemment l'alcool. Voilà, il y a plein. Enfin, je ne sais pas quels sont vos types de migraines. Mais certains aliments sont effectivement très problématiques. Et à ce moment-là, il peut y avoir une complémentation intéressante pour diminuer ces migraines. Et évidemment, les oméga-3 aussi qui vont faire diminuer cette inflammation. Donc, je veux bien qu'on en reparle en privé. Je ne sais pas comment on pourra se contacter ou si vous pouvez nous expliquer comment on peut faire. Est-ce que je pourrais Et- peut-être partager ton adresse, Géraldine, ou... Oui, bien sûr. Ok. On enverra à Je tous, vais- je pense, un mail. D'accord, merci. Je vais écrire déjà mon email dans le chat. Voilà, C'est comme peut-être ça aussi vous simple. avez déjà mon email. Et n'hésitez pas effectivement à m'écrire un email donc à genion.olka@gmail.com, mais peut-être que Marie pourra rediffuser mes coordonnées Oui. sans problème. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est une dernière pour la route. Oui, moi j'avais une question. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Oui, je voulais savoir si au Palais Rameau rénové, il y aurait un pôle nutrition santé conséquent à côté de Junia. Alors, on n'a pas encore tout le détail de ce qu'il y aura au Palais Rameau. C'est vraiment Intéressant. tourné. Ce serait intéressant, oui. Oui, c'est sûr. Après, je saurais pas vous répondre là-dessus. Il y aura en tout cas, enfin, ça concerne tout ce qui est alimentation de demain et agriculture urbaine. Donc, voilà. Mais je ne saurais pas vous dire au niveau de la nutrition et de la santé. Ok, Mais merci. bon, la réponse devrait arriver bientôt. C'est en travaux, en tout cas, au niveau du Palais Rameau. En tout cas, ça aurait du succès. Oui. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'était mon idée. Je pense que ça aurait beaucoup de succès. Et comme j'ai fait la visite au Palais Rameau, il voudrait avoir un contact aussi avec à la fois la recherche et le grand public, que ce soit un lieu où le public, enfin les gens puissent venir échanger avec des chercheurs, des nutritionnistes. Ça serait un lieu, à mon avis, en plein cœur de la ville, qui aurait, voilà, qui serait vraiment intéressant pour tout ce qui est nutrition. Ça aurait du sens, ouais. Ok. C'est une idée à pousser. Ouais, tout à fait, j'en parlerai, pas de problème. Et d'ailleurs, enfin, en parlant de nutrition et santé, donc on a bientôt un événement, donc ce sera en octobre prochain, le 7 octobre, donc c'est le Jeunia Alumni Day, c'est notre événement phare qui a lieu chaque année et donc cette année, c'est justement sur la thématique, pardon, alimentation et santé. Et donc, on recevra, dans une conférence, notamment, Jean-Michel Le Cerf, qui est médecin, nutritionniste à l'Institut Pasteur. Donc voilà, si ça vous dit aussi de pousser un peu sur cette question-là, lui sera là le 7 octobre et puis après on aura l'après-midi des ateliers proposés, des conférences aussi et Géraldine qui reviendra, voilà, à cette occasion, normalement. Voilà, si tout va bien. Avec plaisir. Voilà, bah, En je tout sais cas, pas s'il y a merci beaucoup. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, j'ai merci pas beaucoup d'avoir l'impression. été là. Je m'excuse encore pour ce petit raté là de quand j'ai passé une slide et que je suis partie en même temps. Donc Pas de voilà, je problème. suis désolée, mais en tout cas, merci pour votre écoute. Merci Et merci encore à Junia. d'avoir été là. Ben, merci à tous et une bonne après-midi et donc normalement le replay sera disponible, voilà, bientôt, on vous enverra un mail. Voilà, en attendant, n'hésitez pas aussi à regarder, ou à vous inscrire à d'autres événements si vous le souhaitez. D'accord. Et je vois qu'il y a une Merci question de beaucoup. Maryse. Je vous invite à me l'envoyer si vous voulez sur mon mail, Maryse, et puis comme ça, on pourra en